Bonjour, je suis Ethel Côté et bienvenue à ce Mercredi économique, une série de webinaires organisés par l'ACFO et Stormont Dundas Glengarry, financés par le gouvernement du Canada. La thématique d'aujourd'hui, c'est le plan d'affaires. Donc, je suis Ethel Côté, je suis une entrepreneure sociale, je suis une experte en développement stratégique et en développement économique. Puis à travers les dernières 25 années, j'ai eu 4 entreprises, une propriété unique, Société fédérale à capitalisation, Société fédérale par action à numéro. Et ceci dit, ça me fait grandement plaisir d'offrir et de partager cette information sur la réalisation d'un plan d'affaires. Vous pouvez toujours voir nos webinaires, le contenu de nos webinaires des mercredis économiques sur la page Facebook. Il faut aller retracer via la date de diffusion sur la page ou la chaîne YouTube. Et là, vous pouvez aller chercher la thématique qui vous intéresse. On a parlé du canevas d'affaires, des étapes de développement, de l'incorporation, la meilleure idée d'affaires, comment la trouver, les formes juridiques et comment démarrer une entreprise. Mais maintenant, après tout ça sous la ceinture, on passe réellement à la réalisation d'un plan d'affaires. La présentation va être présentée en 5 parties. La partie 1, c'est l'utilité du plan d'affaires. Les parties 2 et 3, c'est présentation du plan d'affaires. C'est autant pour une entreprise privée ou une entreprise collective. Puis, il y a quelques nuances ici et là. Il y aura un petit quiz à la partie 4 et à la partie 5, auto-évaluation des capacités entrepreneuriales. L'objectif de ce webinaire-ci, c'est vraiment de vous permettre d'acquérir des connaissances entrepreneuriales en élaboration du plan d'affaires, vous présenter tous les éléments essentiels qu'on devrait y retrouver, les petites nuances entre l'entreprise privée, l'entreprise sociale, l'entreprise collective, puis aussi découvrir les compétences entrepreneuriales que vous devriez développer. Quand nous voulons démarrer une entreprise, que faisons-nous de l'idée à l'action? Pourquoi devons-nous élaborer un plan d'affaires? Le plan d'affaires, c'est une étape vraiment essentielle dans tout le processus de réflexion, dans tout le processus de développement, dans tout le processus de formalisation de l'entreprise. C'est une condition préalable à l'obtention du financement, mais c'est vraiment pour vous d'abord que vous le faites. Ça vous donne un bon plan de match à suivre pour toutes les étapes de développement. Oui, c'est utile, un plan d'affaires. C'est un outil privilégié pour vous aider à obtenir du financement, comme je le mentionnais. C'est indispensable pour vous aider à développer, gérer, assurer la survie, assurer la croissance de votre entreprise. Il n'y a pas d'investisseurs qui vont vouloir vous parler si vous n'avez pas de quoi sur papier qui est cohérent, qui tient la route, qui peut les convaincre que vous êtes vraiment une piste porteuse dans laquelle ils pourraient investir. Il y aura tous les éléments de la gestion de l'entreprise. Donc, imaginez s'il y a tous les éléments de la gestion humaine, financière et tout ça de votre entreprise, ça va vous aider à mieux la gérer, l'entreprise comme telle. Puis ça prend bien du temps d'élaborer un plan d'affaires, donc tant qu'à faire. C'est bon de suivre un bon modèle. Il y a plein de modèles en ligne. Il faut aller chercher celui qui vous interpelle le plus. Ils se ressemblent étrangement. Ils ont pas mal tous ces plans-là, des chapitres, des sections similaires. Des fois, on élabore davantage sur le marketing, on élabore davantage sur le financement, mais la feuille de route, le squelette du plan d'affaires, ça se ressemble vraiment d'une approche à l'autre. Donc, plan d'affaires, c'est un outil de travail. Oui, ça peut vous aider à aller chercher du capital externe, mais aussi interne. Convaincre vos actionnaires, vos partenaires d'investir dans le projet. Ça peut vous aider à aller chercher des subventions, des prêts. Ça peut vous donner parce que vous allez réfléchir à comment vous gérez, mais comment vous contrôlez les différentes étapes de développement, de démarrage de votre entreprise. Puis de bien communiquer les messages clés à créer, à promouvoir, à diffuser pour faire connaître votre entreprise comme telle. Plan d'affaires, c'est pour établir des objectifs réalistes, examiner tous les aspects de l'activité économique de l'entreprise, faire votre profil, présenter vos capacités entrepreneuriales en tant qu'entrepreneur, clarifier les besoins opérationnels de l'entreprise comme telle, clarifier le montage financier, les entrées et les sorties d'argent possibles, donc avec des prévisions budgétaires et tout, suivre les différentes étapes de développement, de démarrage, de gestion. Mais à long terme, ça peut vous permettre de mesurer les résultats, de valider vos prévisions budgétaires, d'en arriver à avoir vraiment un budget vraiment plus réaliste
puis éventuellement gérer la croissance, le progrès de votre entreprise. Un bon plan d'affaires, ça se lit facilement. On n'écrit pas dans un langage où il y a juste certaines personnes dans notre secteur d'activité qui pourraient comprendre ce qu'on a écrit. Ça s'écrit facilement, ça se lit facilement, ça se présente clairement. On parle de 20-25 pages pour le corps principal du plan. Il peut y avoir des annexes. Comme exemple, moi, quand je produis des hypothèses financières, ça se peut que j'ai 20 pages d'annexes à un plan d'affaires parce qu'il va y avoir différents scénarios, mais ce n'est pas dans le corps même du plan d'affaires. Il faut être précis et concis. Donc, si on prend notre canevas d'affaires puis qu'on prend chacune des rubriques puis qu'on ajoute du contenu, des compléments, ben, on va avoir un plan d'affaires concis. Si on s'amuse à palabrer et à écrire tellement de mots que les gens, quand ils vont lire notre plan d'affaires, et nous-mêmes, quand on va lire, on va s'y perdre, ben, ça ne sera pas très efficace. Il va falloir aborder le risque. Il va falloir trouver des façons d'avoir des données probantes pour documenter l'entreprise. Il faut éviter le jargon organisationnel de notre secteur d'activité. Puis, il faut aussi être capable de verbaliser qu'est-ce qu'on voit comme réussite anticipée pour notre entreprise. Il y a différents gabarits. Moi, j'en ai créé un qui est le plan d'affaires de l'entreprise sociale, les bureaux d'entreprise Canada, le Conseil de la coopération, la Société économique de l'Ontario. Sur leur site, ils ont des liens vers des modèles de plan d'affaires, mais il y en a vraiment. Il y a des livres, il y a des sites, il y a le gouvernement fédéral a des modèles de plan d'affaires. Puis quand est-ce qu'on rédige notre plan d'affaires? Mais c'est quand on est prêt à le faire. Ça ne sera pas dès le départ. Ça ne sera pas quand on va évaluer notre niveau de préparation. Ça ne sera pas quand on va identifier notre opportunité d'affaires. Ça ne sera pas quand on va tester si cette opportunité d'affaires-là est faisable ou pas. Mais quand l'idée d'affaires, l'opportunité d'affaires est faisable, c'est là, après le canevas d'affaires, qu'on va faire notre plan d'affaires, avant le lancement, le démarrage et éventuellement la gestion de la croissance. La structure du plan d'affaires, ce n'est pas la quantité de contenu, mais c'est la qualité de contenu qui est important. Donc, tous les plans d'affaires efficaces, ils sont bien structurés. On a une belle table de matière, un ordre logique dans les sujets. D'abord, on présente le projet. Après ça, on présente les personnes ou le groupe de promotion de l'entreprise, les personnes qui seront les propriétaires de l'entreprise, individuels ou collectifs. La mission, les stratégies de marketing, les produits, les services, tout ce qui est l'opération, puis les prévisions financières, puis sans doute aussi un plan de mise en œuvre. Première page du plan d'affaires, c'est là qu'on va voir le nom de l'entreprise, sa raison sociale, les coordonnées complètes, là où les titres les noms des personnes ressources dans l'entreprise, les propriétaires. Si c'est une nouvelle entreprise, il faut l'inscrire dès la première page. C'est le développement d'une entreprise existante aussi, parce que ça prépare le lecteur en fonction du type de plan d'affaires qu'il va avoir entre les mains. Ça, cette section-là, le résumé du projet, le résumé du plan d'affaires, c'est la dernière chose que vous allez faire à la fin de tout le plan d'affaires. Ça va être de faire un résumé de 2 pages maximum. Du 20-25 pages. C'est là qu'on va avoir un résumé avec la mission, les retombées sociales, la structure, les descriptions des activités, des produits et des services, un court énoncé du marketing avec les grandes stratégies, le coût du financement du projet, les entrées d'argent, la viabilité, la faisabilité et la viabilité prouvée, puis possiblement quelques lignes sur le plan d'avenir. Donc, dans la section de l'entreprise, si c'est une entreprise qui veut une expansion, on va écrire l'historique de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui démarre, on va marquer l'origine de l'idée, d'où ça vient, qu'est-ce qui a inspiré le développement de cette idée-là. On va décrire l'opportunité d'affaires comme telle. On va confirmer l'utilité sociale, l'utilité économique de cette entreprise-là, à quel besoin ça répond, à quel problème ça propose des solutions. Est-ce que ça répond à des priorités locales ou régionales? Est-ce que ça crée des emplois bien rémunérés? Est-ce que ça amène une grande accessibilité à des produits et des services qui n'avaient pas, des produits et des services de proximité? Dans la section l'échéancier, le cheminement critique, c'est là que vous allez avoir toutes les étapes franchies jusqu'à maintenant, puis les étapes qui vont conduire vers la mise en œuvre de l'entreprise ou la gestion et la croissance de l'entreprise. Il y aura des dates, des moments marquants, des cibles en fonction du développement de l'entreprise selon des phases ou des stades de développement d'entreprise.
Si c'est un individu, un propriétaire unique ou des partenaires ou un groupe de promotion qu'on dit, c'est eux autres qui vont développer l'entreprise collective, on va présenter la personne ou les personnes, donc le propriétaire fondateur ou la propriétaire fondatrice, les membres fondateurs, si c'est un collectif. Si c'est un collectif, ben, un organigramme, la structure organisationnelle, le choix, pourquoi vous avez choisi cette forme juridique-là? Est-ce que c'est une corporation sans but lucratif, une entreprise à propriété unique, une coopérative avec ou sans capital social, une société en nom collectif, une société par action? Donc, de le dire, quelle forme juridique est la raison du choix comme tel. Si c'est dans une démarche collective, ben vous allez avoir sans doute un peu d'informations sur la gouvernance, le conseil d'administration, l'assemblée générale de fondation et l'assemblée générale annuelle. Puis, les motivations des premiers membres fondateurs du conseil d'administration qui ont créé l'entreprise. C'est intéressant d'écrire quelques lignes là-dessus pour expliquer d'où vient cette motivation-là de créer l'entreprise comme telle. Dans la section 3, marketing, commercialisation, c'est là que vous allez vraiment définir de façon détaillée tous les produits et les services que vous allez offrir, que vous allez vendre sur le marché. C'est là aussi que vous allez avoir une analyse détaillée du marché. Donc, le marché global, les grandes lignes du marché, les clients et tout ça, le marché visé, la part de marché, donc le segment de marché, le segment de clientèle que vous voulez rejoindre, la situation au niveau de la concurrence, qui sont vos concurrents, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, puis comparativement vos propres forces et faiblesses de votre entreprise. Dans le marché cible, donc vous voyez, si on se réfère, si vous avez écouté le webinaire sur le canevas d'affaires, c'est toute la section clientèle, segment, canaux de distribution. Donc là, le marché cible et potentiel, bien, vous allez le définir. Si c'est une clientèle ou des segments de clientèle, qui sont-ils, qu'achètent-ils, où résident-ils, où achètent-ils, comment effectuent-ils leur paiement, fréquence d'achat, prix, qualité, service, habitude, réputation, critères d'achat. Est-ce que c'est le prix ou la qualité? Estimation du volume de vente espéré par rapport à chacun des segments de la clientèle. Puis, il faut démontrer dans cette section-là qu'il y a un nombre suffisant de clients intéressés à acheter vos produits et vos services. Il y a une section dans le marketing où est-ce qu'il faut parler, il ne faut pas jouer à l'autruche, il faut parler de la concurrence, il faut avoir un portrait global de la concurrence. Autant les entreprises privées, sociales, qui offrent un produit similaire, semblable au vôtre, ou le même produit que vous. Puis chaque concurrent pourrait essayer de documenter leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés, comment ils se présentent, c'est quoi la relation qu'ils ont avec la clientèle, c'est quoi leur service, l'accueil, la courtoisie à la clientèle, les services à la clientèle, comment ils distribuent et vendent leurs produits, où sont localisés, parce qu'on dit tout le temps l'endroit pour vendre, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est critique. La qualité et la qualité de leurs produits, de leurs services, leur stratégie de promotion, les garanties, hein, quand ils vendent un produit ou un service, quelles sortes de garanties qu'ils offrent à leur clientèle, quelle part de marché ils ont, puis si vous êtes capable de déceler en ligne, c'est quoi leur principale stratégie de mise en marché. Puis vous, dans votre stratégie de mise en marché, il va falloir définir où est-ce que vous allez installer votre entreprise. Est-ce que vous allez faire du télétravail, vente en ligne, ou vous allez avoir pignon sur rue dans un coin très achalandé, selon les services et les produits que vous allez vendre. Vous allez définir toutes vos stratégies de vente puis vos stratégies de recrutement. Vous allez déterminer tous les prix. Vous allez vous faire une grille de prix pour la vente de vos services et vos produits. Ça sera peut-être une ébauche au début, mais il faut des prix, des chiffres pour aller après ça travailler sur vos hypothèses budgétaires. Ceci dit, une liste de prix, hein, c'est révisé à la semaine, au mois, dépendamment du secteur d'activité de notre entreprise. Pour choisir le meilleur emplacement, souvent, vous allez regarder, ben oui, où se situe cet emplacement-là? Est-ce que c'est bon pour votre clientèle, bon pour vous? Le coût du loyer, est-ce que c'est abordable? Le zonage, est-ce que ça permet le type d'entreprise que vous voulez installer? La proximité des services, fournisseurs, clientèle, accès facile par la clientèle. Est-ce qu'il y a de la place pour installer tous les équipements nécessaires pour réaliser votre projet d'affaires? Est-ce que vous avez la superficie nécessaire pour vos bureaux, votre salle d'attente? Est-ce que c'est accessible autant à pied qu'en voiture, qu'en transport public? Est-ce que ça l'aide à l'achat? Est-ce que vous vendez des produits? Vous louez des produits? C'est quoi les coûts d'assurance et de taxes à cet endroit-là? C'est quoi l'image
du voisinage? Est-ce que ça se marie bien avec l'image que vous voulez donner de votre entreprise? Est-ce que vous allez installer votre entreprise près d'une main? On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous allez installer votre entreprise dans un endroit où est-ce qu'il y a, oui, de la main-d'œuvre disponible à proximité? Pour la liste de prix que je vous parlais tout à l'heure, la stratégie de tarification, il va falloir penser en fonction de chacun des produits et des services à une politique de prix. Puis ça peut être même agencé avec le segment de marché. Une politique de perception, si les gens ne payent pas, comment vous allez faire des suivis. Une politique de variation de prix selon les saisons, la clientèle, les cycles de commercialisation. Tout ça va être intégré dans cette section-là. Et vous allez compléter avec un plan de marketing qui va clarifier votre positionnement dans votre marché, votre stratégie de mise en marché par segment de clientèle, la stratégie générale de publicité et de promotion, soit dans les médias conventionnels, soit des stratégies conventionnelles ou dans les médias sociaux. L'image à développer auprès de votre clientèle, l'image de marque, la façon de promouvoir votre entreprise auprès de la communauté. Puis là, vous allez avoir pour ce plan de marketing-là, pour le mettre en œuvre, les coûts associés à la mise en œuvre du plan de marketing. Vos stratégies de distribution puis de prix vont aussi faire partie de l'analyse stratégique de votre plan de marketing. Les stratégies de marketing de mise en marché, bon, il y a plein de moyens, hein, c'est la publicité, médias, porte-à-porte, publipostage, que j'aime plus ou moins, télémarketing, marketing direct, Internet, exposition commerciale, les foires, les marchés. Il va avoir un budget nécessaire pour toutes les activités de promotion. Il va avoir du temps nécessaire à investir dans des activités de relations publiques. Ça, c'est un tableau que vous pourriez vous créer et intégrer dans votre plan d'affaires où est-ce que pour l'année 1, 2, 3, vous allez y aller selon un budget que vous allez planifier pour promouvoir. Est-ce que vous allez avoir plus d'activités de promotion au début pour le lancement, le démarrage, le positionnement d'environnement. Puis après ça, plus vous allez être connu, plus il y aura du bouche à oreille, bien là, vous allez peut-être pouvoir diminuer un peu votre budget de publicité. Mais ça peut vous aider à faire un budget pour tout l'ensemble de votre publicité. Votre stratégie de vente, est-ce que vous allez vendre chez des grossistes, chez des détaillants ou directement aux clients, aux clientes, aux consommateurs, aux consommatrices? Ça change la donne hein? Au niveau du prix, au niveau des emballages, au niveau de... À tous les niveaux. Si on vend un grossiste, il va acheter en grande quantité. Donc, peut-être qu'on va vendre des plus grandes quantités, mais il va payer moins cher que si on vendait la pièce directement au client. Donc, il faut peser les pour et les contre de toutes ces options-là. Au niveau des opérations, c'est là qu'on aura tous les éléments sur l'aménagement, tous les éléments au niveau de la main-d'œuvre, les ressources humaines. Est-ce qu'on a une grille pour les salaires? Combien d'employés qu'on veut embaucher, pour quel type de spécialisation en fonction des différents postes qu'on trouve dans notre entreprise. C'est quel engagement des employés dans un processus de gestion de l'entreprise. Est-ce qu'il y aura des postes de direction, de gestion, de cadre? C'est quoi le matériel requis à court, moyen et long terme, les équipements, les matières premières qu'il vous faut pour lancer, démarrer et gérer votre entreprise. Allez vous faire une évaluation environnementale pour vraiment montrer que vous êtes une entreprise socialement responsable qui pense à leur personnel en voulant offrir des bonnes conditions de travail, mais aussi à la planète en ayant souci de comment on s'approvisionne, comment on gère ses matières résiduelles, comment on gère à quel point on est énergivore de l'énergie et toutes ces questions-là. Si on focus sur les ressources humaines, là, on va approfondir davantage. C'est toute la gestion et la dotation des ressources humaines. Il y a toute une section dans le plan d'affaires habituellement sur les emplois qui seront créés ou maintenus, leur nombre, le moment de l'embauche, les descriptions de tâches. Descriptions de tâches, vous allez peut-être vouloir les mettre en annexe. Donc, il y aura peut-être une politique de recrutement, des mécanismes d'évaluation, de contrôle, une politique de ressourcement, donc de formation continue. Vous allez peut-être, selon le nombre d'employés, créer un comité des ressources humaines ou un comité des employés. Les employés vont peut-être aussi s'enregistrer pour faire partie d'un syndicat pour représenter leurs droits.
Votre logique de comment vous voulez partager les bénéfices. Si vous avez un surplus, un profit à la fin de l'année, est-ce que vous voulez en redistribuer en partie avec augmenter les salaires ou inviter les travailleurs à participer dans le capital action, à acheter des parts dans l'entreprise, aller chercher ce sentiment-là de faire partie de, pas juste en temps, en travail, mais aussi pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Puis l'équipe dirigeante, quand je dis une description de tâches, c'est au moins pour les postes de dirigeants des tâches principales. Les ressources matérielles, c'est là, il y aura toute une section sur les installations, les équipements, les fournisseurs d'équipements, l'outillage, la fiabilité, les garanties, la date d'achat, les coûts, la valeur de la marchandise, la gestion de l'immobilisation, la durée de vie des équipements. Ceci dit, si vous faites du télétravail à la maison, il faut quand même inventorier les ressources matérielles que vous avez besoin. Les matières premières, par exemple, si moi je transformais des légumes pour faire des conserves, pour aller les vendre au marché alimentaire, ben, j'aurais besoin d'un fourneau, j'aurais besoin de grands frigos, de peut-être un espace de congélation. Donc, où sont mes matières premières que je dois acheter ou que je dois cultiver pour faire mes conserves que je vais aller vendre au marché? Donc, tout ce qui est approvisionnement, marché local, la liste des matériaux, la disponibilité de ces matériaux-là. On voit qu'en temps de pandémie, il y en a qui ont manqué d'accès à leurs matières premières. Ça a bloqué leur production, ça a bloqué leur vente. Puis ça a vraiment, il y a même des entreprises qui ont fermé leurs portes, qui n'ont pas été capables d'attendre l'arrivée des matières premières qui venaient d'un peu plus loin sur la planète. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'évaluation environnementale, il ne faut pas le faire pour la forme, il faut le faire parce qu'on y croit. Vraiment voir l'impact de nos équipements, de nos produits. Est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'on fait du recyclage prévu de toutes les matières qui peuvent être recyclées? Est-ce que les équipements sont utilisés pour contrôler la pollution? On va chercher de l'équipement qui sont moins énergivores, qui polluent moins, qui créent moins de matières résiduelles. Est-ce qu'on se donne un plan vert au sein de notre entreprise? Qu'est-ce qu'on fait avec les rejets de notre entreprise, que ce soit liquide, gaz, poussière, puis que ça va dans nos égouts ou dans les égouts municipaux, dans votre fosse septique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour, encore là, éviter de polluer la planète? Les produits dangereux utilisés au cours de la production, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les recycler? Puis, encore là, faire attention à notre personnel, mais faire attention à la planète. Et il y aura toute une section sur les finances. Le financement de votre projet d'affaires, votre entreprise, donc votre propre mise de fonds, la contribution des usagers, des usagères, ça peut être des travailleurs, ça peut être des investisseurs. Il peut y avoir un financement privé, prêt bancaire, marge de crédit, microcrédit. Écoutez, il y en a 32 stratégies qu'on a inventoriées pour le financement d'entreprise. Je vais vous partager ça au prochain webinaire. Puis il y a tout le financement public, parce que oui, il y a des subventions autant pour des entreprises privées que des entreprises collectives. Donc, ça vaut la peine de regarder ce qui est disponible. Puis, ça peut être de la recherche et du développement, du marketing, de l'exportation et tout ça. Et il y a la philanthropie. Entre autres, pour l'entreprise privée, c'est souvent le financement participatif en ligne. Il y a beaucoup de plateformes de financement participatif qui servent aux entrepreneurs qui se cherchent des investisseurs ou qui se cherchent des contributions pour lancer leur projet d'affaires ou lancer un nouveau produit. Vous allez prévoir, vous allez faire des prévisions budgétaires avec un fonds de démarrage. Qu'est-ce qu'ils vous font avant l'ouverture du magasin? Allez-vous construire un bâtiment? Allez-vous acheter un terrain? Est-ce qu'il y a de l'équipement de base qu'il faut acheter? Est-ce qu'il y a les permis d'incorporation, les études, tout ça? Puis avoir un budget fonds de démarrage, prévision budgétaire, fonds de démarrage. Et après ça, on rentre dans le budget de caisse, le cash flow, avec toutes les rentrées de fonds, donc les recettes, ou toutes les sorties de fonds, les dépenses, donc les charges, et puis les encaissements et les décaissements. Puis on essaie de faire un budget de caisse d'une année, mais ça se peut qu'on essaie de faire des projections sur 3 ans pour voir la tendance. Si on vend un peu plus, si on est capable de couper sur certaines dépenses, si on a un nouveau partenaire qui nous offre tel service pour moins cher. En tout cas, on va voir notre budget de caisse pour voir à partir de quand on arrive avec un seuil de rentabilité positif. Puis les rentrées de fonds ou encaissements, c'est là qu'on va voir tous les revenus des ventes de l'entreprise, les actifs, les financements, puis là, les subventions à recevoir, les emprunts prévus, tout ça. Donc, ça va être vraiment tout ce qui peut
être une entrée de fonds. Puis les sorties de fonds, ben, c'est les frais généraux fixes, souvent payés mensuellement. Ils comprennent par exemple le loyer, le téléphone, les salaires, les charges salariales, la part de l'employeur, le chauffage, l'électricité. Il y a tout le coût des produits et autres coûts variables. Ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend de la production. Puis il va y avoir des frais occasionnels, le remboursement des prêts, les taux d'intérêt qui augmentent, l'achat de matériel d'outillage, les cautions de soumission, les dividendes, les primes d'assurance, les déplacements, les projets spéciaux, etc. On va se retrouver avec un tableau qui va ressembler à ça, un petit peu plus sophistiqué, puis sans doute sur Excel ou une autre application ou programme en comptabilité, où est-ce que vous allez voir toutes vos recettes, tous vos déboursés, donc tous vos revenus et vos dépenses échelonnés sur 12 mois pour encore là voir à chaque mois, avez-vous un excédent mensuel ou un déficit? Avez-vous un excédent cumulatif après 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est quoi le fonds de roulement que vous avez? C'est quoi l'emprunt bancaire qu'il faut aller chercher pour fonctionner comme entreprise? Puis, on va produire des états financiers prévisionnels, les résultats prévus pour la première année d'opération. Donc, encore là, si on a tous les revenus qu'on envisage, toutes les dépenses qu'on envisage, c'est quoi les états financiers prévisionnels? Donc, c'est une prévision. Puis c'est sûr qu'après la première année, on va comparer les états financiers prévisionnels et les états financiers réels pour voir à quel point on s'était trompé ou qu'on a su s'ajuster en cours de route. Donc, on aura sans doute l'an 1, l'an 2. Là, vous voyez la présentation des résultats prévisionnels. Et on finit avec le bilan prévisionnel aussi. Donc, tout ce qui est actif, tout ce que l'entreprise possède comme bien mobilier, immobilier, passif, ça recense l'ensemble des ressources de l'entreprise, les capitaux propres apportés par les actionnaires, les dettes d'exploitation, les dettes bancaires, les prêts qui vont financer l'actif de l'entreprise. Bon, tout ça. Les avoirs, c'est la somme d'argent que le fournisseur doit à son client. Ça va ressembler un peu à ça, la présentation des actifs passifs. Puis finalement, à la fin, vous allez avoir votre conclusion du plan d'affaires avec les grands constats, les tendances, les éléments importants de l'entreprise, le montant global que vous allez avoir besoin aux différentes étapes de développement, le financement demandé, pourquoi vous le demandez et à quel moment vous le cherchez, la démonstration que votre entreprise est pertinente, qu'elle offre un produit et un service sur le marché, qu'elle n'est pas juste faisable, mais qu'elle peut être viable, puis votre distinction. Ce que vous offrez, pourquoi c'est différent d'une autre entreprise, qu'elle soit privée ou sociale. Et finalement, vous allez avoir une confirmation de la viabilité de l'entreprise ou la confirmation que ce n'est pas une entreprise viable et vous allez arrêter le développement à cette étape-ci. C'est viable, mais là, on essaie de mettre en œuvre le plan qu'on a étoffé dans le plan d'affaires et passer à l'action. Un plan d'affaires, c'est vraiment un outil de travail. Il faut donc le développer, le consulter, mais surtout le mettre à jour régulièrement. Il y a plein de choses dans notre environnement qui peuvent changer certaines données, qui peuvent influencer nos décisions. Donc, il faut actualiser notre plan d'affaires pour qu'il soit toujours pertinent et nous aide à prendre des décisions efficaces et rigoureuses. Le plan d'affaires doit être rédigé par l'entrepreneur ou les entrepreneurs eux-mêmes. Sûrement, on peut aller chercher un petit coup de pouce, mais si on va chercher un consultant qui écrit tout le plan d'affaires, puis que lui ou elle part à la fin de la rédaction du plan d'affaires, puis que vous ne le comprenez pas assez pour vraiment le mettre en œuvre, vous allez être bien mal foutu. Donc, soyez impliqués dans la rédaction de votre plan d'affaires et si vous vous faites accompagner, assurez-vous de comprendre chacune des étapes pour élaborer le plan d'affaires, mais aussi tous les contenus qui est écrit dans ce plan d'affaires-là. Il faut vous l'approprier. Si vous l'avez écrit, assurément, vous allez l'approprier. Ceci dit, il y a des exercices, des petites questions que vous pourriez vous poser si vous voulez faire trouver le meilleur modèle d'affaires, si c'était en coiffure, si c'était en alimentation, si c'était pour un service en informatique. Je vais vous laisser ça pour y réfléchir individuellement quand vous allez regarder le webinaire. Quiz, vrai ou faux? Est-ce que l'entreprise collective ne diffère pas de l'entreprise traditionnelle car elle doit faire de l'argent à tout prix?
L'entreprise collective et l'entreprise traditionnelle, donc les sociétés, tout ça, doivent faire de l'argent. Ils vont vendre des produits et des services sur le marché. Seule chose, c'est que la finalité n'est pas l'argent pour une entreprise collective ou une entreprise d'économie sociale. C'est, oui, on veut arriver avec un seuil de rentabilité positif, avec un surplus, mais on ne va pas exploiter nos employés, puis on ne va pas exploiter nos consommateurs, consommatrices ou nos producteurs de qui on achète la matière première. Mais les deux doivent faire de l'argent. Donc, c'est vrai. Les entreprises collectives pénètrent le marché concurrentiel et sont particulièrement performantes dans les secteurs délaissés par les entreprises à but lucratif ou dans ceux où la politique commerciale a valorisé la rentabilité du détriment de la relation humaine. Je vous dirais que c'est vrai. Assurément, c'est souvent dans une section où est-ce que on crée une entreprise pour développer un marché. Donc, que ce soit pour l'entreprise privée ou l'entreprise sociale, c'est vrai cette équation-là. Les entreprises collectives n'ont aucune influence sur le marché, c'est pas vrai. Mais de plus en plus d'entreprises sociales, des entreprises collectives dans plusieurs domaines d'activité et elles sont aussi importantes que les autres entreprises, les sociétés, les corporations. Les entreprises collectives humanisent le marché en obligeant les entreprises à but lucratif à devenir socialement responsables. Oui, c'est vrai. Il y a des entrepreneurs privés dont les entreprises ont une mission sociale. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune différence entre une entreprise privée et une entreprise collective. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a des différences dans la façon de gérer, dans la façon de prendre des décisions, dans la façon de mobiliser des capitaux. Puis la finalité n'est pas une fin en soi, l'argent, même si on veut vraiment être viable à long terme. Puis les entreprises collectives réinvestissent leurs profits pour poursuivre et faire avancer leur mission sociale, culturelle, économique ou environnementale tout en assurant leur viabilité financière. C'est vrai. Dans ce processus-là, la première sélection, la première partie, quand vous vous présentez comme promoteur de l'entreprise, bien, si vous avez fait une auto-évaluation, ça, c'est un questionnaire très simple. Ça, c'en est un autre encore beaucoup plus simple. Ça, c'est un autre un petit peu plus compliqué. On s'évalue de 1 à 10 les 25 caractéristiques entrepreneuriales. Mais quand on fait une auto-évaluation comme ça, on peut le mettre en annexe ou on peut faire un résumé des grands constats de nos forces et des sujets à améliorer. Ceci dit, voici rapidement ce que c'est un plan d'affaires, comment l'élaborer, qu'est-ce qu'on devrait y retrouver. Puis je vous souhaite la meilleure des chances dans l'élaboration de votre plan d'affaires. Bonne journée.